formatif pour nous. Et puis Thierry Danel, qui est un bon ami, qui est vraiment pionnier parmi les psychiatres d'adultes pour dépister dans une population d'adultes extrêmement handicapés la partie importante qui est due à l'alcoolisation fœtale, et il a un rôle parmi ses collègues un peu de missionnaire pour essayer de convaincre les psychiatres d'adultes sont un peu difficiles à convaincre de l'existence de ce problème. Donc je vous passe la parole pour 10 minutes pour Thierry et 20 minutes pour Madame Stresiut. Bien, merci beaucoup. Bien. Il n'y a rien à dire à ce que vient de dire Claude, de toute façon, en le remerciant. Donc, effectivement, je crois que tout commence avec le travail et l'accord de Madame Strezgut, faut le dire. Hein. 74, l'accord commence. Donc, ce qui veut dire que nous, j'allais dire nous en adultes, et je parle ici devant mon patron, professeur Parquet, qui était addictologue, mais quand même psychiatre d'enfants, beaucoup. Nous, en adultes, on commence à en parler dans les années 90. Et c'est ça le gros retard, en fait. Il y a eu 20 ans de décalage et on commence à parler en 90 des séquelles d'exposition prénatale à l'alcool. C'est à partir de là où nous, on commence à se dire que peut-être un certain nombre de personnes qui sont dans les dispositifs psychiatriques et surtout, pour le coup, addictologiques, vont présenter des caractéristiques psychocomportementales qui nécessiteront, et c'est ça, je crois que autant le dire tout de suite, le principal aménagement de la dictologie pour les personnes ayant été exposées à l'alcool in utero et donc présentant des troubles psychocomportementaux à l'âge adulte. Pour le coup, on va beaucoup parler du syndrome dysexécutif, c'est l'adaptation de nos services, l'adaptation de notre accueil, l'adaptation de nos presque techniques pour ces personnes. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, hein, on a parlé beaucoup, on va rester sur cette diapo, vous allez voir. Bon, on a parlé beaucoup d'instabilité, d'impulsivité, de difficulté à différer des conduites, etc. Vous imaginez bien que si on continue dans nos dispositifs addictologiques à donner des rendez-vous, on ne sait quand, à ce que quand les personnes attendent 1 heure, ils se sauvent, on dit tant mieux, tant pis, et qu'on n'aménage pas ça, qu'on ne prenne pas en compte les difficultés exécutives, qu'on prescrive un certain nombre de démarches simple au niveau social que les personnes ne sont pas capables au niveau de leurs fonctions cognitives à faire, c'est sûr que là, on se plante. Alors, peut-être rapidement des petites illustrations. C'est vrai que les séquelles à l'âge adulte, on a la déficience, le langage du handicap sur le système nerveux central, on n'y revient pas, on en a parlé pendant toute la moitié de la matinée. Il y a des troubles cognitifs et il y a ce fameux syndrome dysexécutif, mais ce qui va se révéler à l'âge adulte, c'est moins dans les tests neuropsychologiques, bien sûr on va les demander, mais pour 1 pour 1000, ça va être dans la vraie vie, j'allais dire, ça va être dans l'exploration de la vie de tous les jours que ce syndrome dysexécutif est mis en évidence, et en particulier concernant l'adaptation à la vie sociale, l'autonomie. Donc déficience, incapacité et un désavantage qui est l'aspect situationnel du handicap. Ici, on focus encore un peu plus, probablement, et j'exagère sans doute que le cortex préfrontal, mais autre chose aussi, hein, le corps calleux, le cervelet, l'incapacité, le désavantage. L'évaluation des fonctions exécutives, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, les neuropsychologues, on les adore, mais ils ne sont pas très nombreux dans nos services. Ils sont même peanuts dans l'organisation de nos services. Alors, quand je demande un rendez-vous à une neuropsychologue, allez, en gros, c'est 3 mois, 3 à 6 mois. Et il va falloir que j'aille chercher le patient pour qu'il aille faire ses tests neuropsychologiques. Parce que, bien sûr, j'aurai un petit mot en disant « Votre patient ne s'est pas présenté à ces tests ».
et on me redonnera un rendez-vous dans 3 mois. Donc il y a les tests neuropsychologiques, vous les connaissez, et je ne reviens pas parce que je remercie beaucoup la neuropsychologue qui nous a fait un exposé, je ne la vois pas, mais qui m'a beaucoup intéressé. Et nous sommes dans les tests écologiques, et on voit bien aller à la sécurité sociale, aller à la banque, aller chercher, ça c'est les tests écologiques qui nous permettent d'explorer les fonctions exécutives. Ici, c'est pour faire riche, mais pour dire et remercier Madame Stresgott parce qu'on avait fait un travail qui est paru dans European Psychiatry cette année avec elle est co-auteure et on en est ravis, qui a été refusé pendant 4 ou 5 ans parce que, comment dire, alors nous avons des diagnostics de présomption qu'il y a eu une alcoolisation durant la grossesse parce que la présomption, c'est la maman est morte d'une cirrhose, maman était réputée pour boire, la maman a été, etc. Mais c'est que de la présomption et on a eu énormément de mal à faire passer ce papier qui était intéressant. On a comparé 12 alcoolodépendants ayant été exposés à l'alcool in utero à parier à 12 alcoolodépendants n'ayant pas été exposés à l'alcool in utero. Donc pour le screener, alors l'appariement, c'est sur l'âge, sur le sexe, sur le niveau scolaire, sur le QI, etc. Donc il a fallu screener 150 patients pour arriver aux 12. Et bon, faites-moi confiance, mais je vous demande de me faire crédit là-dessus. Sur les tests neuropsychologiques, et vous pouvez le lire dans l'European Psychiatry, sur les tests neuropsychologiques, il y a un déficit majeur pour les alcoolodépendants ayant été exposés à l'alcool in utero, bien supérieur aux alcoolodépendants classiques. Ce qui conduit à penser que beaucoup de travaux qui ont parlé des troubles des fonctions exécutives, comme ça en général, chez les alcoolodépendants en population générale, peuvent non pas être mis en doute, mais néanmoins être bémolisés si on n'a pas pris en compte le fait que ces personnes aient peut-être été alcoolisées in utero. Globalement, dans nos services, on est sans doute à 20% au moins des personnes qui sont dans les dispositifs addictologiques ont été alcoolisées in utero. C'est une population qui est surreprésentée. Si on pense qu'il y a 1% en population générale, on le dit assez fréquemment, ils sont extrêmement fréquents dans notre population. Et c'est vrai que ce sont des malades difficiles pour lesquels il ne s'agit pas d'exclusion, mais surtout d'adaptation. Et on a, avec le professeur Parquet, on a fait cette consultation publique sans rendez-vous qui a changé notre vie à nous, plutôt que de dire « allez, on recommence, machin, les rendez-vous, etc. », en admettant que là, on avait l'expression d'un handicap. Le désavantage, donc le cursus, alors là, on a toutes les conséquences de ces troubles neuropsychologiques, les problèmes avec la justice, l'incarcération, etc. Je suis déjà orange. Bon, la boucle se referme, troubles liés aux substances psychoactives, ce qui fait que nous les voyons souvent. Je finis là-dessus. On l'a publié dans l'écologie et addictologie. 25 patients avec exposition prénatale à l'alcool. Patients répondant aux critères d'alcoolodépendance. Les ivresses compliquées sont très fréquentes, ça représente 5%, 1% de la population générale, là c'est la majorité. Donc les troubles neuropsychologiques, ce sont des traumatisés crâniens. Bon, on a des cérébrolésés, et quand on met de l'alcool sur un cerveau de cérébrolésé, on a des ivresses compliquées. On a des problèmes judiciaires, on a des antécédents, mais vous l'avez bien sûr dit, mais on les retrouve chez l'adulte, de troubles déficitaires de l'attention. Et alors ce qui est très intéressant, je finis là-dessus, c'est qu'au MINI, ce screening des troubles psychiatriques sur l'axe 1 et l'axe 2, on parle d'épisodes dépressifs majeurs, de troubles anxieux, un risque suicidaire évidemment lié surtout à l'impulsivité, et ces gens se suicident, font des tentatives de suicide fréquentes, mais eux qui sont souvent pris pour des antisociaux, ils ne répondent jamais ou pratiquement jamais aux critères de personnalité antisociale. Et ça, je trouve que pour ça, cette étude méritait au moins d'être publiée. Alors, suppléer l'incapacité pour prévenir le désavantage, et alors on dit à la portée de tous, c'est vrai qu'il ne faut pas être des grands spécialistes, il faut accepter effectivement qu'un certain nombre de nos congénères ont besoin d'être aidés dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui nécessitent
voyez, je pensais, et je n'y pensais pas. Je me dis, il y a des gens qui nécessitent dans la vie de tous les jours à avoir un fauteuil roulant, et je pense à Maurice évidemment. Il y en a qui ont dans la vie de tous les jours besoin d'être suppléés avec des travailleurs sociaux, des assistantes sociales qu'il faut encourager pour l'aide dans la vie de tous les jours. Et j'ai pas eu le rouge.